On dit que le vent de Provence a un caractère, qu'il sait tout. Les secrets des pierres, les promesses des mariages, la fatigue des mers. Je l'ai longtemps enseigné sans le nommer, comme on enseigne la littérature, en faisant croire que ce sont des livres, alors que ce sont des vies. À 80 ans, je vis toujours dans la même maison. Une vieille bâtisse aux volets pâlis, construite avant que l'on invente le besoin de prouver sa réussite à travers des baies vitrées. On l'appelle une villa, mais je n'ai jamais aimé ce mot. Ici, ce n'est pas une villa, c'est une mémoire avec un toit. Une mémoire qui grince, qui fuit parfois quand il pleut, mais qui tient debout par obstination. Dans mon jardin, les roses ne sont pas dociles. Elles ont refusé un jour de se laisser couper pour faire joli. Elles se sont mises à grimper, à mordre, à coloniser les treillages comme si elles voulaient recouvrir la maison d'un manteau vivant. On pourrait croire à de la négligence, c'est plutôt une trêve. À mon âge, on négocie avec les plantes comme on négocie avec la solitude. On leur donne de l'espace et elles vous rendent de l'ombre. De l'autre côté, il y a la maison de Marc et Chloé. Une maison qui ressemble à un mot anglais, courte, brillante, efficace. Du verre, du métal, des lignes droites. Le soir, elle s'allume comme un aquarium et l'on voit les silhouettes bouger dedans avec cette précision nerveuse des gens qui ont toujours quelque chose à rattraper. Tout y est lisse, comme si le moindre grain de poussière risquait de fissurer leur bonheur. Entre nos deux propriétés, il n'y a pas un mur, pas encore. Il n'y a qu'une clôture de bois, si ancienne qu'elle semble hésiter entre rester debout ou retourner à la terre. Les lattes sont tordues, mangées par le temps, et le vent s'y engouffre en sifflant doucement comme un professeur qui désapprouve sans élever la voix. Marc n'aime pas cette clôture, je le sais, parce qu'il la regarde souvent, les mains dans les poches, comme on regarde un obstacle qui vous insulte. Je l'ai vu mesurer du regard les 3 mètres d'un mur de pierre qu'il rêve de bâtir. 3 mètres, c'est haut, c'est une ambition. Et c'est surtout une manière de dire au monde « je suis chez moi et personne ne me dérangera ». Je ne lui en veux pas. Les jeunes ont toujours construit des murs, même quand ils prétendent inventer la liberté. La différence, c'est qu'avant, on les bâtissait contre l'ennemi, aujourd'hui, on les bâtit contre le silence des autres. Je n'ai parlé à Marc que 2 fois depuis son arrivée. 2 phrases simples, de ces phrases qu'on échange comme un ticket de caisse. Bonjour, bonne journée. Il a un sourire poli, une politesse impeccable, mais ses yeux ne restent jamais. Ils glissent, ils évaluent, ils anticipent. Il vit légèrement en avant de lui-même. Chloé, elle, me regarde davantage. Elle fait semblant d'admirer mes roses quand elle arrose ses plantes en pot alignées comme une petite armée décorative. Elle a un visage qui pourrait être beau sans effort, mais l'effort est là, derrière les pommettes, dans la mâchoire serrée. J'ai reconnu ce genre de fatigue. C'est une fatigue qui ne vient pas du corps. Elle vient de la comédie quotidienne. Faire croire que tout va bien. Le matin, quand j'ouvre mes volets, j'entends parfois leur maison avant de la voir. Un bruit sec, un bip, une alarme, un moteur électrique. Même le café semble automatisé. Ici, chez moi, le matin a le temps d'être le matin. L'eau chauffe lentement. Les oiseaux se disputent. La lumière avance comme une phrase bien écrite. Je suis une ancienne professeure de lettres. Les élèves d'autrefois me reviennent parfois sans prévenir, comme des personnages secondaires qui réclament un dernier chapitre. J'ai enseigné Racine, Camus, Pagnol et tant d'autres, mais en réalité, j'ai surtout enseigné l'art de regarder. Regarder une nuance, un non-dit, un geste. Dans un village, c'est utile. Dans une famille, c'est vital. Mon fils Jean habite à 20 minutes d'ici, mais il pourrait être à des années-lumière. Il vient rarement. Quand il vient, il marche comme quelqu'un qui entre dans un musée qu'il déteste, en se demandant combien ça vaut et pourquoi ça n'a pas été vendu. Il a 50 ans et il porte toujours cette impatience de garçon qui croit que le monde lui doit quelque chose. La semaine dernière, il est venu sans prévenir. Il a regardé la maison de Marc et Chloé par-dessus la clôture et j'ai senti son jugement avant même qu'il ouvre la bouche. « Tu vois ça ?» a-t-il dit. « Eux au moins, ils ont compris l'époque. » Je n'ai rien répondu.
Le silence est un vieux langage. On l'apprend quand on a trop parlé dans sa vie et qu'on a compris que certains mots ne servent qu'à attiser le feu. Jean a repris avec une pointe d'irritation qu'il ne cache plus. Tu ne pourrais pas, je ne sais pas, faire un effort, ranger un peu, couper ces trucs, on dirait une maison abandonnée. Il parlait de mes roses comme s'il parlait d'une honte. J'ai posé ma main sur une branche épineuse, doucement, sans me quiquer. On apprivoise même les blessures quand on a vécu longtemps. Ce n'est pas abandonné, Jean, et je dis, c'est vivant. Il a soupiré, et dans ce soupir, j'ai entendu bien plus que de l'irritation. J'ai entendu la peur que je n'ai rien à lui laisser, la peur qu'un jour, quand je ne serai plus là, il ne reste que ce qu'il appelle rien, des livres, des odeurs, des habitudes, une maison qui ne brille pas. Le vent est passé ce matin-là, plus fort. Il a fait trembler la clôture entre nos gardins et j'ai regardé le bois craquer comme on regarde une vérité se fissurer. Cette clôture, je le sentais, n'était pas seulement du bois, c'était notre époque en miniature. D'un côté la vitesse et le verre, de l'autre les racines et la patience. Et au milieu, une frontière fragile que tout le monde voulait renforcer, sauf peut-être ceux qui souffraient le plus derrière. Ce jour-là, en refermant mes volets, j'ai compris quelque chose d'étrange. Le véritable mur n'était pas celui que Marc rêvait de bâtir. Le véritable mur, c'était l'indifférence, cette manière de vivre côte à côte sans se toucher, comme des voisins de palier dans un immeuble trop moderne où personne ne connaît personne. Et j'ai su avec une certitude tranquille que le vent finirait par se charger du reste, parce qu'ici, en Provence, le vent ne se contente pas de passer, il insiste. Jean est revenu 2 jours plus tard, et cette fois, j'ai su qu'il ne venait pas pour moi. Il venait pour la maison. On apprend, à force d'années, à reconnaître la façon dont une voiture se gare quand elle est conduite par quelqu'un qui a peur. Trop vite, trop près, comme si l'on voulait gagner quelques secondes sur l'humiliation. Son vieux véhicule a toussé dans l'allée, et le silence du jardin s'est replié, prudent, comme une bête qui a déjà été frappée. Je n'ai pas bougé, j'étais assise sous le figuier, un livre ouvert sur les genoux. Je n'en lisais pas vraiment les phrases, je lisais l'air. Le vent avait une nervosité sèche, une impatience qui faisait frémir les feuilles. Cela annonçait une scène. Dans les tragédies, ce sont les dieux qui préviennent. Dans ma vie, c'est la météo. Jean est entré sans frapper. Il a toujours fait ça, même enfant. Il appelait cela « être chez soi ». Moi, j'ai toujours su que c'était une manière de ne pas demander la permission d'exister. « Maman, il faut qu'on parle ». Sa voix avait pris ce ton administratif des hommes qui veulent que la douleur ressemble à un dossier. Il a posé sur la table du jardin une enveloppe épaisse, puis une autre, puis encore une autre. Des lettres avec des logos, des chiffres, des phrases imprimées en gras, des menaces polies, la langue moderne de la honte. « Tu vois » a-t-il lâché, « tout ça c'est réel, ce ne sont pas tes poèmes, tes livres, tes idées. » Il a dit « tes idées » comme on dit « tes maladies ». Je n'ai pas regardé les papiers, j'ai regardé ses mains. Il tremblait légèrement. Jean n'était pas seulement en colère, il était acculé. Et quand un homme se sent acculé, il cherche toujours quelqu'un de plus faible que lui pour lui servir de mur d'appui. C'est une vieille mécanique. J'en ai vu chez mes élèves, chez leurs parents, chez mes collègues. La peur se déguise mal. « Combien ?» ai-je demandé. Il a soufflé comme si ma question l'insultait. Assez pour que ça fasse mal et assez pour qu'on se moque de moi. Il a jeté un regard vers la clôture, vers la maison de Marc et Chloé qui brillait même en plein jour. Tu comprends maintenant? Ici tu vis dans un tombeau, eux ils vivent dans le présent. Il a pointé mon jardin du doigt comme si les roses étaient coupables. Tu pourrais vendre, tu pourrais être raisonnable. Avec l'argent, je relance mon activité, je respire, et toi tu pars dans un appartement propre, simple. Tu n'as plus l'âge de jouer la grande dame ruinée. Il n'a pas dit mère, il n'a pas dit Madeleine, il a dit raisonnable, ce mot que les gens utilisent quand ils veulent vous enlever quelque chose en prétendant vous sauver. Je me suis levée lentement. À 80 ans, chaque geste est une déclaration.
Si je me lève trop vite, c'est la faiblesse. Si je me lève trop lentement, c'est la provocation. J'ai choisi la lenteur. Qu'il entende bien que je ne fuyais pas. Jean, ai-je répondu, tu confonds la valeur et le prix. Il a ricané, mais son rire sonnait creux. C'est facile à dire quand ce n'est pas toi qui reçois les huissiers. Il a baissé la voix, soudain venimeux. Tu veux mourir ici, très bien, mais tu veux aussi que je crève avec toi ? Ce « avec toi » m'a frappé comme une gifle, pas parce qu'il était injuste, parce qu'il révélait l'enfant qu'il avait été, un garçon qui avait supplié qu'on le prenne dans les bras et qui, faute de bras, avait appris à réclamer avec les dents. Je me suis approché de la clôture, le bois était rugueux sous mes doigts, on aurait dit une peau vieille. De l'autre côté, j'ai aperçu Marc dans son jardin, téléphone à l'oreille, silhouette tendue. Il ne nous regardait pas, mais il nous entendait peut-être, ou bien il faisait comme nous, il vivait à côté, sans toucher. « Tu as honte de moi », ai-je dit doucement. Jean a blêmi. La honte, on peut la supporter, être vu avec honte, c'est autre chose. Je n'ai pas honte de toi, j'ai honte de... Il s'est interrompu, incapable de finir. Honte de sa vie, de ses échecs, de ses comparaisons. Honte de n'être pas l'homme qu'il avait promis d'être. Il a attrapé les enveloppes et les a secouées. Alors fais quelque chose. Je suis resté immobile, la main posée sur la clôture comme sur une frontière intérieure. Je n'allais pas lui céder la maison, pas parce que je voulais le punir, parce que je savais que l'argent ne réparerait pas ce qui saignait en lui. L'argent, chez Jean, ne ferait qu'acheter un sursis à la même douleur. Il a fait un pas vers moi, trop proche, trop brusque. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me saisir le bras. J'ai senti l'air se contracter, comme juste avant un orage. Et puis il s'est arrêté. Son visage s'est déformé, non pas de colère, mais d'épuisement. Il a murmuré, presque indaudible, « Je n'en peux plus, maman ». C'est là, dans ce petit aveu, que j'ai compris la vérité la plus dure. Jean ne me demandait pas seulement une maison, il me demandait une preuve, la preuve que pour une fois, je choisirais sa survie plutôt que ma dignité. Je suis retourné m'asseoir sous le figuier, j'ai repris mon livre sans l'ouvrir. Tu vas prendre un café et tu vas respirer. Après, on parlera. Il a voulu protester, puis il s'est tu, parce que le silence, parfois, est l'unique autorité qui reste à une mère. Et pendant qu'il se dirigeait vers la cuisine, j'ai regardé les papiers sur la table. Je n'ai pas eu besoin de les lire pour savoir ce qu'il disait. Payez, obéissez, dépêchez-vous. Dans le vent, j'ai entendu autre chose, plus ancien, une phrase que je n'avais jamais dite à mon fils et qui s'imposait maintenant comme une dette à mon tour. Je vais te sauver, Jean, mais pas comme tu l'imagines. Le soir même, la lumière a changé, comme si le ciel avait décidé d'être plus indiscret. Une clarté blanche, presque crue, s'est posée sur les vitres de la maison de Marc et Chloé. Chez eux, la nuit n'efface rien, elle expose. Tout est visible, tout est traversant, et parfois je me demande si l'on peut dormir, vraiment, dans une maison qui n'a pas de secret. J'étais dans mon salon, un châle sur les épaules, quand j'ai entendu la première phrase. Pas les mots, non, le ton. Ce ton qui n'a pas besoin de vocabulaire pour dire « ça casse ». La clôture, entre nous, est pauvre, mais elle laisse passer les sons comme une confession. Et l'air de Provence transporte tout, même la rancœur. « Un chèque, Marc ?» a dit Chloé, et sa voix était sèche comme une branche qui se brise. « Il nous envoie encore un chèque ?» J'ai avancé jusqu'à ma fenêtre. Je n'ai pas collé mon visage au verre, je n'ai pas joué la voyeuse, j'ai simplement regardé comme on regarde un tableau dans un musée, avec distance et pitié. Dans leur cuisine lumineuse, Marc tenait une enveloppe. Je l'ai reconnu à sa manière de la saisir, comme on saisit un objet qui brûle. « C'est pour notre anniversaire de mariage », a-t-il répondu. Ils ont écrit « Félicitations ». Je n'ai pas entendu ce qu'il y avait d'écrit exactement, mais j'ai vu le geste. Marc a sorti une carte, l'a lue trop vite, puis l'a reposée, comme si elle l'avait humilié. Chloé s'est approchée et je l'ai vue prendre le chèque entre deux doigts, avec ce dégoût particulier des femmes qui ont compris qu'on essaie de les acheter. « Tu te rends compte ?» a-t-elle soufflé.
Ils ne viennent pas, ils ne téléphonent même pas, ils te payent, ils nous payent. Marc a fait un pas en arrière. Il s'est passé la main sur le visage, ce geste des hommes qui veulent retenir leur nerf à l'intérieur, comme on retient une eau sale derrière une digue. Au moins il pense à nous, a-t-il tenté, et ce au moins a sonné comme un mensonge. Chloé a ri, pas un rire joyeux, un rire de fatigue. Il pense à leur conscience, Marc, il pense à se donner bonne figure, il pense à la photo sur un buffet. Regarde, notre fils, il va bien. Je les voyais, tous les deux, si jeunes et déjà si vieux. Ils avaient l'argent, la maison, les objets impeccables, et pourtant leurs épaules étaient celles de gens qui portent une absence ancienne, installée depuis l'enfance comme un meuble qu'on n'a jamais choisi. Marc a levé la voix, soudain. « Tu crois que ça me fait plaisir? Tu crois que je ne préférerais pas ?» Il s'est arrêté, les mots se sont étranglés dans sa gorge. « Je ne sais même pas ce que je préférerais, je n'ai jamais appris. » Cette phrase m'a serré le cœur, parce qu'elle était vraie, et parce que personne, à 30 ans, ne devrait dire cela. Chloé a posé le chèque sur le plan de travail comme on pose une preuve au tribunal. On est quoi, nous? Des enfants riches, des orphelins avec un compte en banque. Le silence qui a suivi était pire que leurs cris. Dans une maison de verre, le silence devient un miroir. Il renvoie tout, il oblige à se regarder. Marc s'est tourné vers la baie vitrée, vers mon jardin, vers mes roses. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il m'avait vu. J'ai reculé d'un pas, instinctivement, comme si j'avais volé quelque chose. Pourtant, je n'avais volé que leur vérité. Il a dit, plus bas, presque pour lui-même, « Ils envoient de l'argent comme on lance du pain aux pigeons, pour ne pas avoir à toucher. » Chloé s'est adoucie, je l'ai vu poser une main sur son bras. Ce petit geste, si simple, si humain, a percé toute leur modernité. Ils étaient là, au milieu du luxe, à se tenir comme on se tient dans une tempête. Et moi, derrière ma fenêtre poussiéreuse, j'ai senti une pensée s'imposer. La clôture entre nos jardins n'était pas la plus triste des frontières. La plus triste, c'était celle qui séparait ces deux jeunes gens de leurs propres parents. Une clôture invisible, faite d'indifférence et de chèques. J'ai fermé le rideau, pas pour ne plus voir, pour leur laisser au moins un peu d'intimité. Mais en retournant à mon fauteuil, j'ai compris que quelque chose avait bougé, une fissure infime. Le vent, ce soir-là, ne portait pas seulement des voix, il portait une question. Et cette question, je la connaissais par cœur. Qu'est-ce qu'on transmet quand on ne sait pas aimer? La nuit où la tempête est arrivée, je ne dormais pas. À mon âge, le sommeil devient un animal capricieux. Il vient quand il veut, repart sans prévenir. J'étais assise à mon bureau, une lampe allumée, relisant quelques pages d'un vieux carnet. Mon écriture y était plus ferme, plus impatiente, celle d'une femme qui croyait encore que tout pouvait se dire à temps. Le vent a commencé par frapper doucement, comme un visiteur poli qui hésite. Puis il a insisté, les volets ont tremblé, les roses ont gémi. Et soudain, la pluie s'est mise à tomber avec une violence presque joyeuse, comme si le ciel avait attendu trop longtemps pour se libérer. Je me suis levée pour fermer une fenêtre quand j'ai entendu le craquement, un bruit profond, définitif, pas une branche, pas une tuile, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui cède. La clôture. Je l'ai su avant même de la voir. Le bois fatigué n'a pas résisté. La tempête n'a fait qu'achever ce que les années avaient préparé. J'ai allumé une bougie par habitude plus que par nécessité et je suis sortie sous l'auvent. Dans l'obscurité, la frontière avait disparu. Là où il y avait une ligne, il n'y avait plus qu'un désordre, mêlé de planches, de terre retournée, de pluie battante. Et au-delà, le jardin de Marc et Chloé s'ouvrait au mien, comme une phrase qui change de sens après un point-virgule. Mais la tempête ne s'est pas arrêtée là. Un craquement plus terrible encore a traversé la nuit. Le vieux chêne, celui que j'appelais le doyen, a gémi longuement avant de tomber. Il s'est abattu dans un fracas sourd, emportant avec lui une partie du sol, des racines arrachées comme des veines mises à nu. Puis, le noir.
Toutes les lumières de la maison de Marc se sont éteintes d'un coup. Un silence électrique, brutal, a remplacé le tumulte. La pluie continuait, mais sans les voix humaines, elle semblait plus grave, presque solennelle. Je suis rentrée chez moi. J'ai posé la bougie sur la table, repris mon livre. Quand on a vécu longtemps, on apprend une chose. La panique est un luxe inutile. Le monde peut bien vaciller, il faut d'abord rester présent à soi-même. Quelques minutes plus tard, on a frappé. Pas un coup sec, pas une exigence, une hésitation, puis un autre coup, plus assuré. J'ai ouvert. Marc se tenait là, trempé, les cheveux collés au front, privé de tout ce qui faisait habituellement sa contenance. Plus de téléphone, plus de lumière, plus de maîtrise. Il avait l'air d'un enfant surpris par l'obscurité. « Madame Madeleine » a-t-il commencé, puis il s'est arrêté, comme s'il venait de réaliser que les titres n'éclairaient rien. « Je suis désolée de vous déranger. » Je l'ai regardé sans répondre. Derrière lui, j'apercevais le jardin confondu, la clôture à terre, le chêne renversé comme un géant fatigué. Le vent soufflait encore, mais moins fort, comme après un accès de colère. Nous n'avons plus d'électricité, et le réseau, tout est coupé. Il n'a pas ajouté « j'ai besoin d'aide ». Les hommes comme lui ont du mal avec cette phrase. Ils préfèrent l'implicite, espérant que quelqu'un traduira à leur place. « Entrez », ai-je dit simplement. Il a franchi le seuil, avec une retenue maladroite, comme s'il entrait dans un lieu sacré. La lumière de la bougie a dessiné son visage autrement, moins dur, plus humain. « Vous n'avez pas peur ?» a-t-il demandé, en regardant autour de lui. « Avec cette tempête ?» J'ai souri. Le vent fait beaucoup de bruit quand il nettoie, mais il ne détruit que ce qui ne tient déjà plus. Il a suivi mon regard vers la fenêtre, vers la clôture effondrée. « Je voulais la remplacer », a-t-il murmuré, « construire quelque chose de solide. »« Solide pour qui ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Il s'est assis lentement, comme si ses jambes découvraient le poids qu'elles portaient depuis des années. Dans le silence ponctué par la pluie, j'ai compris que cette tempête n'était pas un accident, elle était une invitation, une mise à nu. Les murs invisibles venaient de tomber avant les autres. Et ce soir-là, à la lueur d'une bougie, deux mondes qui s'ignoraient ont enfin respiré le même air. Je n'ai pas allumé d'autres lumières. J'aurais pu chercher une lampe de secours, bricoler, rassurer. Mais je savais que, pour Marc, l'obscurité n'était pas seulement un manque d'électricité, c'était un manque de contrôle. Et parfois, la seule manière d'aider quelqu'un, c'est de ne pas lui rendre tout de suite ce qu'il croit indispensable. Je suis allée à la cuisine et j'ai rempli la bouilloire d'eau. Le gaz, lui, fonctionnait encore. Le feu bleu s'est allumé avec cette humilité des choses simples. Il ne promet pas le confort, il promet la continuité. Marc s'était levé, nerveux, faisant quelques pas dans le salon comme un homme enfermé dans une pièce trop petite pour son anxiété. Je l'entendais respirer vite. « Je dois prévenir mon équipe », a-t-il dit. « Il y a des dossiers, des signatures, des échéances. Sans Internet, c'est impossible. » Ce mot « impossible » m'a fait sourire intérieurement. À 20 ans, on croit à l'impossible tragique. À 80, on sait que l'impossible change juste de visage. J'ai sorti une boîte en métal cabossé où je garde des plantes séchées, verveine, thym, romarin, quelques fleurs de lavande, des parfums de colline, des choses qui ne sonnent pas, ne vibrent pas, mais qui vous traversent tout de même. « Asseyez-vous » ai-je dit. Il a obéi, mais ses doigts tambourinaient déjà sur l'accoudoir, comme s'il cherchait un clavier invisible. Je lui ai tendu une tasse. La vapeur s'est élevée, lente, et l'odeur a rempli l'air. Quelque chose de chaud, de vert, de sincère. « C'est... vous l'avez fait vous-même » a-t-il demandé, presque surpris. « Oui, ce n'est pas très moderne »
Et je répondis « Mais ça fonctionne depuis des siècles ». Il a pris une gorgée, puis une autre. Son visage s'est légèrement détendu, comme si son corps reconnaissait enfin un langage ancien, la chaleur qui descend dans la poitrine, la présence qui revient. Et puis, brusquement, il a regardé la bougie sur la table. Je ne supporte pas ça, le silence, l'attente, l'impression d'être inutile. Le mot « inutile » a vibré plus fort que le tonnerre au loin. J'ai compris qu'il ne parlait pas du réseau, ni des dossiers, il parlait de lui. Je me suis assise en face, les mains autour de ma propre tasse. « Vous savez, ai-je dit, j'ai vécu des années avec une radio qui grésillait et une voiture qui démarrait quand elle en avait envie, et pourtant je n'ai jamais eu l'impression d'être inutile. » Il a eu un rire bref, presque amer. « Vous avez une vie intérieure, a-t-il répondu. Moi, si je m'arrête, je ne sais plus qui je suis. » C'était la première confession, pas une grande phrase, une petite fissure, mais dans une maison de verre, une fissure suffit à faire entrer l'air. Je l'ai observé avec cette attention que j'avais autrefois pour mes élèves, non pas pour juger, mais pour comprendre ce qui se cache derrière la performance. « Marc, ai-je dit doucement, en osant pour la première fois son prénom, croyez-vous posséder votre temps ou est-ce que votre temps qui vous possède ?» Il a cessé de bouger. Ses doigts se sont immobilisés sur l'accoudoir. La question l'a touché au bon endroit, là où l'on ne protège jamais rien parce qu'on ignore qu'il existe. « Il a commencé, puis il s'est interrompu. « Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on m'a toujours appris à courir, à prouver, à mériter. » « Mériter quoi ?» ai-je demandé. Il a baissé les yeux. Le regard de mes parents, leur présence. Il a inspiré, comme si l'air lui manquait. Mais il préfère envoyer de l'argent. C'est plus simple. Ça ne demande pas de se regarder. Je n'ai pas répondu tout de suite. La compassion, quand elle est trop rapide, peut ressembler à une consolation facile, et Marc n'avait pas besoin qu'on le console, il avait besoin qu'on lui tienne un miroir sans le blesser. L'argent est pratique, il répare un toit, il paie une dette, il ouvre des portes, mais il ne remplace jamais une main posée sur l'épaule au bon moment. Il a serré sa tasse plus fort, comme s'il voulait en extraire une certitude. Au loin, j'ai entendu un autre bruit, une porte, puis des pas précipités dans le jardin voisin. Chloé, sans doute, cherchant Marc dans le noir. Je me suis levée. « Votre femme vous cherche », ai-je dit. Marc a relevé la tête, inquiet, puis soudain honteux. Je suis partie sans la prévenir. « Alors, allons-y », répondit simplement. J'ai pris une seconde bougie et en ouvrant la porte vers la nuit, j'ai senti que ce n'était pas seulement Marc qui allait traverser l'obscurité, c'était quelque chose en lui qui commençait enfin à accepter de ralentir. Dans le vent mouillé, il y avait encore de la violence, mais il y avait aussi, pour la première fois, un espace où l'on pouvait se parler autrement que par des murs. Le lendemain, le ciel avait retrouvé sa fausse innocence. Après une nuit de tempête, la Provence sait se maquiller en carte postale. Un bleu lavé, une lumière neuve, comme si rien n'avait été arraché. Mais dans les jardins, la vérité restait là, brute. Le chêne couché dans la terre retournée, la clôture en morceaux, et, entre nos deux maisons, cette ouverture béante qui ressemblait à une question posée trop tard. Marc et Chloé avaient passé une partie de la nuit chez moi, pas comme des invités, plutôt comme des naufragés qu'on abrite sans commentaire. Chloé avait bu ma tisane en silence, les yeux rouges de fatigue. Marc s'était excusé 3 fois, comme si la tempête était de sa faute. Puis, au petit matin, ils étaient repartis avec une lampe torche et une couverture, retrouver leur maison de verre, devenue soudain vulnérable. Je croyais la journée calme, je me trompais. Jean est arrivé avant midi.
Cette fois, il n'a pas garé sa voiture dans l'allée, il l'a laissée en travers comme un ultimatum. Il a traversé le jardin d'un pas dur, écrasant les feuilles tombées comme s'il voulait punir le sol. Je l'ai vu tout de suite, il tenait un dossier relié, propre, officiel, une arme de papier. « Tu m'as trahi », a-t-il dit sans bonjour. Je me suis redressé. Le mot « trahi » est un mot d'enfant même dans la bouche d'un homme de 50 ans. Il dit « Tu devais être à moi ». « De quoi parles-tu, Jean ?» Il a ouvert le dossier et a sorti des photocopies, des clauses, des signatures. Il a brandi la première page sous mon visage. « Le viager !» Sa voix tremblait de rage. « Tu as signé un viager !» Je n'ai pas sursauté. J'avais signé, oui, et j'avais choisi de le faire en silence, comme on fait les choses graves. Dans ma vie, j'ai appris qu'annoncer une décision avant qu'elle soit irrévocable, c'est offrir aux autres la possibilité de la détruire. Jean a continué plus fort. « Tu vends la maison, mais tu restes dedans comme une reine dans son château, et moi, je n'aurai rien, rien. » Il avait les yeux brillants. Pas de larmes, non, de cette fureur qui vient quand on découvre que le monde ne vous appartient pas. « Ce n'est pas rien, » ai-je répondu. C'est une maison, et une maison n'est pas un portefeuille. Il s'est mis à marcher de long en large comme un fauve dans une cage trop petite. Tu sais pourquoi je suis dans cette situation? Parce que j'ai toujours dû me débrouiller, parce que toi, tu as choisi tes livres au lieu de penser à l'avenir. Ces mots m'ont piqué plus que les épines de mes roses, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient incomplets. Jean n'avait jamais su regarder l'autre moitié du tableau, les sacrifices invisibles, les nuits à compter les pièces, les renoncements silencieux pour qu'il ne manque pas de chaussures, de cahiers, de dignité. Il s'est arrêté brusquement près de la table du jardin et a frappé du poing. « Annule ça !» Je suis resté calme. À mon âge, la colère des autres ressemble parfois à une pluie d'été, violente mais courte. Je savais qu'il fallait tenir. « Non », ai-je dit. Ce non l'a défiguré. Il a fait un pas vers moi, trop proche. J'ai senti dans l'air un basculement. Il ne voulait plus convaincre, il voulait prendre. Sa main s'est levée, pas encore pour frapper, mais pour saisir, pour agripper, pour imposer. Et dans cette fraction de seconde, j'ai vu mon fils tel qu'il était devenu. Un homme qui n'avait plus d'autre langage que la force quand l'argent lui échappait. Une voix a traversé le jardin. « Monsieur !» Marc. Il avait franchi l'ouverture où la clôture s'était écroulée. Il venait du côté de la maison de verre, en vêtements simples, le visage encore marqué par la nuit blanche. Il s'est placé entre Jean et moi avec une maladresse courageuse, celle des gens qui ne se sont jamais battus, mais qui, un jour, choisissent quand même de se lever. « Reculez !» a-t-il dit fermement. Jean s'est retourné, surpris, humilié. Son regard a glissé sur Marc, l'homme jeune, riche, réussi, et cette comparaison l'a dû le plus brûler que tout. « Occupe-toi de tes affaires », a craché Jean. « C'est ma mère. » Marc n'a pas bougé. « Justement, c'est votre mère, » a-t-il répondu. Il y a eu un silence épais, tendu, où l'on entendait presque le sang circuler. Chloé est apparue à son tour derrière Marc et je l'ai vu poser une main sur son bras, comme pour l'ancrer. Deux jeunes gens, orphelins avec de l'argent, face à un fils qui voulait hériter avant même que sa mère ne soit partie. Jean a serré les pâtiers, les a froissés presque malgré lui, puis, d'une voix plus basse, plus dangereuse, « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Elle vous manipule, elle se croit supérieure. » Je n'ai pas répondu. J'ai regardé Jean longuement, et j'ai dit avec une douceur que je savais allait lui faire plus mal qu'un cri, « Je ne te retire pas un héritage, Jean. Je t'empêche seulement de confondre l'amour avec un acte notarié. » Sa respiration s'est coupée. Il a vacillé entre la rage et quelque chose d'autre, la honte peut-être, ou la peur de comprendre. Puis il a tourné les talons.
Il est parti en laissant derrière lui les papiers froissés sur la table comme un verdict qu'il refusait d'accepter. Le vent a soulevé une page, j'ai rattrapé la feuille avant qu'elle s'envole. Sur la signature, mon nom tremblait à peine. Je l'ai replié soigneusement. Dans le jardin ouvert, entre les deux maisons, je n'ai pas vu une victoire, j'ai vu un seuil. Et je me suis demandé pour la première fois, avec une inquiétude réelle, jusqu'où peut aller un homme quand il croit que l'argent est la seule preuve qu'il a compté. Après le départ de Jean, le jardin est resté comme un corps après une crise. Tout semblait intact, et pourtant quelque chose avait été déplacé pour toujours. Marc et Chloé n'ont pas parlé tout de suite. On ne parle pas après avoir vu la violence de près. On l'écoute encore résonner en soi. Je me suis penchée pour ramasser les feuilles froissées. Le papier, sous la pluie de la veille, était devenu mou, fragile, comme si le contrat lui-même avait honte d'avoir servi de prétexte à un fils pour lever la main sur sa mère. « Je suis désolée », a murmuré Marc. « Je n'aurais pas dû intervenir comme ça. » Je l'ai regardé. Il avait l'air plus jeune que la veille, non pas rajeuni, mais dénudé, comme si en franchissant la clôture effondrée, il avait aussi franchi une limite intérieure. « Vous avez fait ce qu'un être humain fait quand il cesse de se protéger, » ai-je répondu. « Vous avez vu, et vous n'avez pas détourné les yeux. » Chloé, elle, tremblait légèrement. Elle n'osait pas me toucher, mais ses mains se cherchaient l'une l'autre, comme pour vérifier qu'elles existaient. Je n'ai jamais... Elle a avalé sa salive. Je n'ai jamais vu ça. Je veux dire, pas si clairement. Je savais ce qu'elle voulait dire. Elle avait vu d'autres violences, plus propres, plus élégantes, celles qui s'expriment par l'absence, par le mépris poli, par les cadeaux qui remplacent les gestes. Mais ici, c'était brut, sans vernis. Je les ai invités à entrer. Cette fois, ce n'était plus une tempête qui les poussait vers ma maison, c'était autre chose, une recherche de sens ou de refuge, je ne savais pas encore. Dans mon salon, j'ai ouvert une armoire basse où je garde des boîtes, pas des bijoux, pas des souvenirs brillants, des papiers, une vie de papier, copies d'élèves, lettres d'anciens collègues, cartes postales jaunies, la preuve que j'avais existé pour autre chose que l'héritage. Chloé a suivi chacun de mes gestes comme si elle craignait de déranger l'équilibre. « Vous êtes vraiment pauvre ?» a-t-elle demandé, presque honteuse de sa question. J'ai souri. Pauvre d'argent, oui, riche de ce qu'on ne peut pas saisir. Marc s'est assis, les coudes sur les genoux, il fixait le sol, comme s'il y cherchait une réponse. J'ai sorti une première enveloppe, épaisse, attachée par une ficelle. Sur le dessus, il y avait écrit « À mon mari ». Mon mari est mort depuis longtemps. Il est parti avec une partie de moi, mais pas avec mes mots. Ce sont... Chloé a hésité. Des lettres ? Oui, des lettres que je lui ai écrites après sa mort, ai-je dit, parce que certaines phrases arrivent trop tard, et parce que les écrire, même sans destinataire, évite qu'elles deviennent du poison. Je lui en ai tendu une. Elle n'a pas osé l'ouvrir. Puis j'ai pris une deuxième enveloppe. Elle était plus fine, plus nerveuse. Sur celle-ci, j'avais écrit « à Jean » et dessous « non envoyé ». Chloé a levé les yeux vers moi et dans son regard, j'ai vu une question qui ne demandait pas la permission. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, même à 50 ans, reste l'endroit où l'on a peur de frapper, ai-je dit simplement. Marc a relevé la tête. « Vous avez peur de lui ?» Non, j'ai cherché mes mots. J'ai peur de ce que ça lui ferait d'être vraiment vu. Chloé a pris enfin la lettre, doucement, comme on prend un oiseau blessé. Elle l'a ouverte. Ses yeux ont couru sur les lignes et très vite sa respiration a changé, plus lente, plus profonde, comme si ces mots-là, écrits pour un autre, venaient de lui donner une permission. « Vous lui dites que vous êtes désolée ?» a-t-elle soufflé. « Oui, je me suis assise en face d'eux. Je suis désolée de ne pas avoir su être une mère facile, désolée d'avoir cru que la dignité suffisait, désolée d'avoir pensé qu'en donnant l'essentiel, l'éducation, la tenue, l'honnêteté, je donnais aussi la chaleur. La chaleur, ça ne s'enseigne pas, ça se transmet par la peau.
Marc a fermé les yeux un instant. Quand il les a rouverts, il avait cette expression des gens qui comprennent trop. « Mes parents, » a murmuré Marc, « ils ne savent pas aimer, ils ne savent que réussir. » Chloé a serré la lettre contre elle, comme si elle se protégeait. Je les ai regardés les deux. Ils avaient l'âge où l'on devient adulte en apparence, mais où l'on reste dedans un enfant qui attend encore quelque chose. « Écoutez-moi », ai-je dit, et ma voix a pris ce ton que j'avais en classe quand je voulais que mes élèves cessent de tricher avec eux-mêmes. Si vos parents ne savent pas aimer, c'est leur malheur, pas votre faute. Ne faites pas de leur argent une nourriture pour votre rancœur. Ne laissez pas leur chèque devenir vos chaînes. Chloé a essuyé une larme d'un geste rapide, presque vexée. « Et si on ne sait pas pardonner ?» a-t-elle demandé. J'ai pensé à Jean, à sa main levée, à sa honte. J'ai pensé au Viaget, à cette décision qui allait me coûter l'amour apparent de mon fils pour sauver ce qu'il restait de son âme. « Alors on commence plus petit », ai-je répondu. « On ne pardonne pas tout, on pardonne une chose, une seule, aujourd'hui, et demain peut-être une autre. » Marc a respiré longuement, comme si sa cage thoracique apprenait à s'ouvrir. Dans la maison, le silence n'était plus une muraille, il devenait un espace où quelque chose pouvait enfin naître. Non pas une réconciliation spectaculaire, mais cette transformation lente, presque imperceptible, qui change une vie parce qu'elle change d'abord la manière de regarder. Et dehors, dans le jardin sans clôture, le vent passait plus doux, comme si lui aussi avait retenu sa colère pour écouter. Ils sont arrivés 2 jours plus tard, en plein après-midi, à l'heure où le soleil rend les choses trop nettes pour qu'on puisse mentir confortablement. Une berline sombre s'est arrêtée devant la maison de verre, silencieuse comme un animal cher. J'ai vu Marc sortir, raide, et Chloé se placer légèrement en retrait, comme si elle cherchait déjà où se tenir pour ne pas recevoir les éclats. Je n'ai pas été invitée, bien sûr. On n'invite pas la voisine âgée quand on règle des questions de clôture, de responsabilité, d'assurance. Pourtant, le vent avait ouvert notre frontière, et avec elle le théâtre. Les voix, même étouffées, traversaient le jardin. J'ai d'abord entendu la mère de Marc. Sa voix était belle, travaillée comme un parfum. Elle parlait fort sans paraître crier, une technique que certaines femmes apprennent dans les salons, dominer sans se salir. « Marc, enfin, tu ne répondais pas, nous étions inquiets. » Inquiet, le mot glissait sur le réel comme une main gantée. Le père a ajouté plus sec: « Cette histoire de clôture est inadmissible. Vous comprenez, un terrain, ça se protège, on ne laisse pas des incursions. » Des incursions, comme si mon chêne avait attaqué leur maison par stratégie militaire. Je suis sortie sur ma terrasse, lentement, sans intention de provoquer. J'avais mis une robe simple et mes cheveux étaient attachés. Je ne voulais pas faire impression, je voulais seulement être moi et offrir à leur comédie un personnage qu'ils n'avaient pas prévu. Quand ils m'ont vu, ils se sont figés une fraction de seconde. La mère a souri aussitôt, ce sourire que l'on accorde à une vieille dame comme on salue une décoration. « Bonjour, madame. »« Madeleine », ai-je dit. Le père a hoché la tête, rapidement, comme si mon prénom était un détail inutile. Leurs yeux ont balayé ma maison, mon jardin, mes roses indisciplinées. Dans ce regard-là, j'ai reconnu une vieille chose, la certitude qu'il existe des gens comme eux et des gens autrement. Marc s'est raclé la gorge. « Maman, papa, la tempête a fait tomber la clôture et le chêne de Madame Madeleine a endommagé une partie de notre installation électrique. » La mère a soupiré, théâtralement. « C'est fâcheux, très fâcheux. » Puis, se tournant vers moi, « Vous avez une assurance, j'espère. » Je l'ai regardé sans me presser. « J'ai une assurance, oui. Et j'ai aussi un chêne de plus de 100 ans. Les choses anciennes tombent parfois, comme les choses anciennes se taisent parfois. » Le père a plissé les yeux. « Ce qui est ancien n'est pas une excuse, il faut sécuriser. Marc voulait justement construire un mur en pierre. 3 mètres, c'est raisonnable. »
Marc a tressailli. Il n'a pas protesté, mais son silence disait déjà qu'il n'était plus le même homme qu'avant la tempête. Chloé a murmuré « On n'a pas encore décidé ». La mère l'a à peine regardé. « Chloé, ma chérie, ce n'est pas une question de décision, c'est une question de bon sens. » Le bon sens chez eux avait la forme d'un mur. Alors j'ai fait un pas en avant, pas pour les défier, pour poser une question, la seule arme qui ne laisse pas de bleu. « Dites-moi, » ai-je demandé calmement, « quand avez-vous regardé votre fils dans les yeux pour la dernière fois sans penser à ce qu'il allait devenir, à ce qu'il allait posséder, à ce qu'il allait représenter ?» Le silence a mordu l'air. La mère a eu un petit rire nerveux, comme si j'avais commis une impolitesse. Mais enfin, nous l'aimons, nous l'avons toujours aidé. Aider n'est pas aimer, ai-je répondu. Aider, c'est souvent payer pour éviter de rester. Marc a bléi, ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis refermées. Je l'ai vu à cet instant revenir à lui-même, le petit garçon derrière l'homme d'affaires, celui qui avait tant attendu une présence et reçu des transferts. Le père a redressé les épaules, offensé. Nous ne venons pas ici pour être jugés. Je ne juge pas, j'observe, c'est mon vieux métier. La mère a serré son sac comme un bouclier. Alors, concrètement, cette clôture... Marc a inspiré profondément. Quand il a parlé, sa voix était plus lente, moins automatique. Concrètement, on va d'abord réparer ce qui est cassé, et on parlera après. Le père a voulu répliquer, Marc a ajouté sans hausser le ton, mais avec une fermeté nouvelle, sans chèque, sans solution rapide, juste en étant là. Chloé a levé les yeux vers lui, surprise, et pour la première fois, j'ai vu dans son regard une petite lumière, pas de triomphe, non, une reconnaissance, comme si enfin il venait de poser un acte qui n'avait rien à voir avec l'argent. Le vent est passé entre nous, léger, presque moqueur. Il soulevait un pan de la conversation, comme une page qu'on tourne. Ils étaient venus pour une clôture, ils repartaient avec une question que aucune pierre, même haute de 3 mètres, ne pouvait arrêter. Jean n'a pas donné de nouvelles pendant 1 semaine. Pas un appel, pas un message. Ce silence-là n'était pas paisible, il était punitif. C'était sa manière de me faire payer mon nom, de me rappeler qu'il pouvait me retirer sa présence comme on retire un héritage. Moi, je continuais mes gestes, arroser, lire, préparer de la tisane, ranger les papiers, surveiller le ciel. Une vieille femme survit par rythme, les jeunes survivent par vitesse. Je n'ai jamais cru à la vitesse. Puis, un matin, je me suis réveillée avec cette sensation que les anciens connaissent bien, le corps qui vous parle sans élever la voix. Une fatigue différente, plus lourde, comme si la nuit avait été un travail. J'ai mis cela sur le compte de la tempête, de l'émotion, de l'âge. J'ai bu un verre d'eau et l'eau m'a semblé avoir le goût du métal. Je n'ai rien dit à Marc ni à Chloé. À force de vivre seul, on apprend à cacher ses failles pour ne pas inquiéter. Et puis, il y a cette pudeur, celle qui vous empêche de transformer votre douleur en conversation. Ce jour-là, j'avais un rendez-vous à Avignon. Pas chez un médecin, non, chez un notaire. On croit toujours que les notaires sont les prêtres de l'argent, mais ils sont aussi parfois les gardiens du dernier geste lucide. En sortant de chez lui, j'ai croisé Jean. Il était là, sur le trottoir, comme s'il m'attendait depuis longtemps. Son visage était tiré, ses yeux avaient cette brillance mauvaise des nuits sans sommeil. Et pourtant, il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air vidé. « Tu étais où ?» a-t-il demandé. « J'avais affaire, ai-je répondu. Il a serré les dents. « Encore des papiers ? Encore des trucs que tu ne me dis pas ?» Je l'ai regardé longtemps. Derrière sa défiance, je voyais la peur que je lui échappe définitivement, la peur de perdre, au fond, la dernière chose qui lui restait, l'idée qu'il pouvait encore réparer en contrôlant. « Viens à la maison, ai-je dit. » Sur le chemin du retour, il n'a rien dit. Il conduisait comme un homme qui transporte quelque chose de fragile, et ce quelque chose, c'était lui. Dans le salon, j'ai ouvert la boîte où je garde certains documents, ceux que l'on ne montre pas par goût du drame, mais parce qu'un jour, il faut arrêter le théâtre. Jean s'est assis,
raide, comme s'il venait à un interrogatoire. « Dis-moi juste une chose, » a-t-il soufflé. « Tu es malade ?» La question m'a coupé, pas parce qu'elle était indiscrète, parce qu'elle était juste. Les enfants sentent avant de savoir, ils devinent avant de comprendre. J'ai pris une respiration. « Oui, » ai-je dit, « je suis malade. » Il a fermé les yeux, comme si le mot venait de le frapper au ventre. Je n'ai pas prononcé le nom, ni la durée, ni les pourcentages. À 80 ans, on ne négocie pas avec la mort, on choisit simplement comment lui parler, et moi, je voulais lui parler sans hystérie. Jean a chuchoté. Depuis quand ? Depuis assez longtemps pour avoir eu le temps de réfléchir. Ses mains se sont crispées sur ses genoux. Alors, pourquoi ? Pourquoi ce viager ? Pourquoi me laisser sans rien ? Il a dit rien avec une panique presque enfantine, comme si rien signifiait « tu ne m'as jamais aimé ». Je me suis levée et je suis allée chercher une enveloppe simple, sans ficelle, sans titre. Je l'ai posée devant lui. « Ouvre !» Il a hésité, puis il a déchiré le bord. À l'intérieur, il y avait des relevés, des virements, des attestations, des années de petites sommes, régulières, discrètes, de l'argent envoyé à des créditeurs, à des banques, à des organismes, de l'argent qui ne portait pas son nom, mais qui portait sa dette. Jean a regardé les papiers et son visage s'est défait, morceau par morceau. « C'est moi ?» a-t-il murmuré. « Oui. » Il a relevé les yeux vers moi, incrédule. « Tu as payé mes dettes ?»« Pas toutes, » ai-je dit, « mais assez pour empêcher le pire. Je l'ai fait sans te le dire, parce que je savais ce que tu aurais fait. Tu aurais pris l'argent comme une permission de recommencer. » Il a tremblé. Cette fois, ce n'était plus la colère, c'était l'effondrement. « Et alors, tu as vendu la maison ? Pour ça ? » J'ai signé le viager pour avoir de quoi te dégager du gouffre et pour m'assurer que tu ne transformerais pas ma mort en projet immobilier. Il a laissé tomber les papiers sur ses genoux, comme si le poids était trop grand. « Je ne savais pas, » a-t-il soufflé. « Je ne savais rien. » Je me suis assise en face de lui. « C'est ça, Jean, le vrai drame. Tu as grandi en croyant que je ne te donnais rien parce que je ne te donnais pas ce que tu pouvais exhiber. » Il a pleuré, pas élégamment, pas en silence, comme un homme qui découvre tard qu'il a été aimé, mais d'une manière qui ne correspondait pas à son fantasme. Je l'ai regardé pleurer, sans m'excuser, sans le consoler trop vite. Il fallait qu'il traverse. La vérité est un passage étroit. « Et alors, il me reste quoi ?» a-t-il demandé d'une voix cassée. Je lui ai pris la main, une main d'homme, pourtant si fragile à cet instant. « Il te reste ce que je peux encore te transmettre tant que je suis là, la manière de ne pas confondre la faim avec l'amour, et le courage de demander sans menacer. » Il a serré mes doigts, comme s'il s'accrochait à une dernière rive, et j'ai compris, en le voyant ainsi, que le testament le plus important ne se signe pas chez le notaire, il se signe dans un regard qui cesse enfin de réclamer et commence, doucement, à reconnaître. Le jour où ils ont décidé de reconstruire la clôture, il faisait un froid sec, rare en Provence, un froid qui rend la lumière plus tranchante, comme si le soleil avait aiguisé ses bords. Le jardin portait encore les cicatrices de la tempête, la terre retournée, les racines du chêne exposées, ce grand corps de bois couché comme une histoire qu'on n'a pas su retenir debout. Je les ai regardés travailler depuis ma chaise, emmitouflés dans un manteau trop grand. Jean était arrivé tôt, sans bruit. Marc l'attendait déjà, des gants aux mains, maladroit avec les outils, mais décidé à ne pas se défiler. Chloé passait de l'un à l'autre avec une thermos de café, comme on passe un fil entre deux hommes pour éviter qu'ils ne retombent dans leurs orgueils. Ils n'ont pas parlé tout de suite. Ils ont commencé par ramasser les planches, trier celles qui pouvaient être sauvées, remplacer celles qui étaient trop pourries. Un travail simple, presque humble, et c'était précisément ce qui le rendait précieux. Réparer au lieu de remplacer, faire avec ce qui reste au lieu d'effacer. Jean a planté un piquet. Marc l'a aidé à le tenir droit. Leurs mains se sont frôlées. Personne n'a fait de commentaires. Les hommes, parfois, n'ont pas besoin de mots pour faire la paix. Ils ont besoin d'une tâche commune, d'un objet qui exige une coopération, d'une résistance extérieure qui les oblige à s'accorder. Je les ai vus s'arrêter près du chêne renversé.
Jean a posé la main sur l'écorce, comme on touche un vieux parent. « Tu l'aimais, hein » a-t-il dit, sans me regarder. « Oui » ai-je répondu. Il était patient. Il a vu passer beaucoup de choses sans s'en vanter. Jean a hoché la tête. Puis, d'une voix plus basse, « Je n'ai pas été patient, moi. » Marc, qui était à côté, a dit doucement, « Moi non plus. » Cette phrase-là, si simple, a été comme une pierre posée au bon endroit. Elle a stabilisé quelque chose. Ils ont repris. Et au lieu de construire un mur de pierre, ils ont remis debout une clôture de bois. Pas très haute, pas très fière. Juste assez pour dire, ici, il y a 2 jardins, mais il peut y avoir un passage. Jean a même gardé une petite porte, une ouverture discrète qu'il a renforcée avec une charnière neuve. Quand Chloé a vu la porte, elle a souri. « Ça, c'est bien », a-t-elle murmuré. En fin d'après-midi, Marc est entré chez moi avec une boîte en carton. Il avait l'air presque intimidé. « Madame Madeleine, j'ai trouvé ça dans votre jardin après la tempête. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait un livre, mon vieux volume de Pagnol, édition fatiguée, pages soulignées au crayon, couverture abîmée. J'ai senti ma gorge se serrer. Ce livre-là, je l'avais cherché. « Il était dans la boue », a-t-il dit. Je l'ai nettoyé, comme j'ai pu. Je l'ai pris entre mes mains. Le papier avait gardé une odeur de terre et de vent, une odeur de réel. « Merci », ai-je dit. Marc a baissé les yeux, puis il a ajouté, comme s'il avouait une faiblesse, « Je ne lisais pas avant, j'avais l'impression que c'était une perte de temps. » Il a relevé la tête. « Maintenant, je comprends que c'est une manière de retrouver du temps, de le reprendre. » Je l'ai regardé et j'ai vu dans son visage quelque chose qui n'était pas de la réussite, une disponibilité, une place faite à l'intérieur. Le soir, nous avons mangé ensemble, simplement, pas de grande table, pas de cérémonie, une soupe, du pain, un peu de fromage. Jean parlait peu, mais il restait. Il ne cherchait pas à prouver, il écoutait. Et parfois, il posait une question à Marc, non pas sur l'argent ou le travail, mais sur des choses minuscules, comment il avait rencontré Chloé, ce qu'il aimait quand il était enfant, des questions d'homme à homme, mais surtout des questions d'enfant à enfant à travers les années. Après le repas, Jean est sorti avec moi dans le jardin. La clôture neuve sentait le bois frais. Les roses, elles, s'étaient déjà accrochées aux premières lattes, comme si elles avaient compris avant nous. On peut reconstruire une frontière sans reconstruire une prison. Jean a dit sans me regarder, « Tu croyais que tu ne me laisserais rien. » Je lui ai pris le bras. « Je te laisse ce que j'ai mis une vie à apprendre, » ai-je répondu. « Que l'amour ne se mesure pas, qu'il se pratique, et que la famille, ce n'est pas un héritage qu'on reçoit, c'est une maison qu'on entretient, même quand elle est vieille. » Il a respiré, longuement, puis il a posé sa tête contre mon épaule, brièvement, maladroitement, comme quelqu'un qui ne sait plus comment on fait, mais qui essaie quand même. Le vent est passé entre les rosiers, il a soulevé une odeur de lavande et de terre humide, et dans ce souffle, j'ai senti la paix, pas la paix des films, spectaculaire, triomphante, une paix plus vraie, celle qui accepte les fissures et choisit malgré tout de rester. La clôture de rose n'était pas un mur, c'était un lien. À 80 ans, on ne tire plus de leçons comme on dresse des verdicts, on les recueille comme des feuilles tombées. Cette histoire, la mienne, les leurs, ne m'a rien appris de nouveau sur l'amour. Elle m'a simplement confirmé une chose essentielle. Ce qui détruit les familles, ce n'est pas le manque d'argent, mais le malentendu. Nous passons une vie entière à croire que donner, c'est laisser quelque chose derrière soi, une maison, une somme, un nom gravé quelque part. Et puis, un jour, on comprend que le vrai legs se fait de son vivant, dans les silences qu'on accepte de briser, dans les gestes qu'on ose poser trop tard, dans les vérités qu'on dit sans se protéger. Jean a cru que je lui retirais un héritage. Marc a cru que ses parents lui offraient une réussite. Tous deux confondaient l'amour avec une preuve matérielle. Et moi, longtemps, j'ai cru que la dignité suffisait à tenir chaud. Alors, je vous pose ces questions, non pas pour juger, mais pour ouvrir.
À qui avez-vous réclamé de l'amour sous la forme d'un dû? À qui avez-vous aimé sans jamais le lui dire clairement? Quel mur avez-vous construit pour vous protéger et qui vous a finalement isolé? Et si demain disparaissait ce que vous possédez, que resterait-il de vous dans la mémoire de ceux que vous aimez? Peut-être portez-vous aussi une colère ancienne contre un parent absent, un enfant incompris, un conjoint trop silencieux. Peut-être avez-vous hérité un manque plutôt qu'un bien, ou peut-être avez-vous, comme moi, appris trop tard que certaines richesses demandent à être transmises avant qu'il ne soit trop tard. Si cette histoire vous a touché, troublé ou réveillé quelque chose que vous gardiez enfoui, je vous invite à faire un geste simple mais courageux. Partagez votre histoire. Dites-nous ce que vous avez reçu, ce qui vous a manqué, ce que vous essayez encore de réparer. Votre témoignage, comme le vent de Provence, peut sembler discret, mais parfois, il suffit d'un souffle pour faire tomber un mur et laisser passer la vie. Colin's name and I got excited. I sorted out my founders yesterday and a bunch of people got promoted to founder, including Dips and Colin. Hello, everyone. Hello. Sorry, I was on the phone to Amanda. AJ, hello. Colin, hello. Suze, hi, Suze. How are you? Jai, hello. Blurred, thank you so much for the 6-month resub. Remy, hello, are you still here? Okay. Is there anyone else who came in? No. Sorry, it's a rough morning. Oh no, so is she okay? I was stranded in love presents yesterday. Oh my god, I'm so sorry, AJ. Thank you for the ding, Kate. Oh, I'm sorry, Colin. Oh, I'm sorry for harassing you. Saying you came into chat. Oh, bless. Oh, I hope she's okay, old girl. I hope she's okay. Oh. I got the girl. I approached to go on a date this evening. No way, Bando. This is amazing. What if you fall in love? And I got to hear it from the start. Hi, Joe. Waiting to get out of bed. Nice. I'm in uniform, so I can get away with it. What uniform? She has a helter wobbly walking in weird past. Not as fussy when I touch her toe beans. Oh, to be fair, cats are weird. She might just like have a bit of an infection or something. Oh, well, look, I hope she's okay. I don't get ahead of myself, so we'll see how it goes. Fingers crossed for you, Bando. I'm an accountant, so black trousers, trainers, black shirt, and a quarter zip. I'm in uniform is really funny. That's really funny. I'm in uniform. What are you wearing? So real. Yeah, that's so real. I have black hair, so my outfit matches. Nice. Oh, I'm really excited to make my lunch today. Guys, I think I'm going to have some chicken sausages for my lunch. Ooh, what am I going to have? I need to make a chili tonight when I get back from the pub. I didn't send that message that I needed to. What's the screenshot? Oh, Soraya, thanks for clipping that. I'm also in a quarter zip. That's so funny, Leo. Corporate uniform is crazy. Got to be done. Yeah. Finance bro uniform. Missing the gilet. Birkenstocks. That is Amanda's uniform. Look. Oh, why am I constantly out of frame? I keep moving around too much in this scene. Here I am. Hi. Look at me, the baby. You need blue shirt and a body warmer. Yeah, I feel like the gilet is very finance bro, isn't it? Guys, Gerald's posted a new YouTube video. Little baby boy. It's his birthday, Colin. It's his birthday. Yeah, you know I'm talking about you. Oh, I'm so fading. My life is so hard. Baby boy, you're being very dramatic.
I'm in a jacket era, so I wear a black leather jacket with a furry collar. Nice. F? I don't think so. Not that I can see. No F. Okay. Can I request a man in dungarees? Can you request a man in dungarees? Sorry. Is that a song? No F here, just... Oh, wait. To date? Sorry. Why would you want to date a man in dungarees? Sorry. Do you mean like, do you mean like a tradie? Yeah, well, it sounds like it could be. It sounds like the sort of song that Amanda would listen to. Lid! Could you see how stiff I was then? I got them. I got them. Sorry, did you see how stiff I was getting up from my chair then? I just picked some of those up too, did you? When you said before, because I was on my